à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir à la maison des Gazards. Moi-même, je ne suis pas Gazard, mais je suis quand même ravie d'être avec vous. Voilà, donc ce soir, je suis avec vous pour vous parler de vous, de votre parcours professionnel, autrement dit de tous les changements qui vont le ponctuer. Alors, s'il y a trois choses déjà à retenir tout de suite, c'est qu'un changement, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire je passe d'un point A à un point B instantanément. Un changement, c'est tout un processus. D'accord? Donc, ça implique donc des complications. Le changement, alors, on va voir. Le changement, il y a deux façons de l'envisager. Ou bien, pardon, excusez-moi, on considère que le changement est déjà inscrit et on prédit son avenir de façon, je dirais, un petit peu systématique, ou bien on se dit qu'on a la main et qu'on peut créer soi-même son avenir, c'est-à-dire profiter de tous les changements pour construire son parcours et choisir finalement ce que l'on fait dans le prochain job. Donc, nous sommes tous en renouvellement permanent ou bien en changement permanent. Les changements, bien parfois on les subit, parfois on les choisit, mais dans tous les cas de figure, un changement c'est quelque chose de complexe. C'est complexe parce que qui dit changement dit immédiatement résistance au changement. On va en parler. Il y a deux forces contraires qui sont en train de se battre et c'est pas si facile, même quand on le choisit. En même temps, le changement est toujours empreint d'une charge émotionnelle forte. Et donc, il y a tout un sujet autour de la gestion de l'émotion qui accompagne le changement et qui peut le ralentir, voire l'empêcher. Ensuite, pour réussir un changement, il y a des méthodes pour y arriver qui permettent d'être plus ou moins efficaces, plus ou moins rapides, arriver à bon port. Et puis, un changement, c'est toujours un enjeu. Parfois, le changement fait peur, mais il n'y a rien de mieux qu'un changement, même quand il est subi finalement, parce que c'est une merveilleuse fenêtre d'opportunité pour reprendre la main et, on va le voir, changer ce que l'on a envie de changer. Et Dieu sait qu'il y a toujours moyen d'avancer dans la vie grâce à cela. Voilà, alors les changements, donc bien évidemment, on va parler des changements dans l'univers professionnel, ils sont variés, vous allez en vivre, vous en avez déjà vécu, c'est changer de job, mais c'est aussi changer d'entreprise, bien évidemment, ça peut être changer d'environnement. D'environnement, pourquoi? Parce que l'entreprise dans laquelle je travaille vient d'être rachetée par un autre groupe, et puis ça peut amener donc un changement de culture d'entreprise. Je suis toujours dans mon entreprise, mais je vais vivre un changement. Ça peut être un changement de statut social. J'étais salarié, et je décide de me mettre à mon compte, de devenir un ou une indépendante. Ça peut être un changement de positionnement professionnel, un changement de métier. Pour ma part, voilà, j'ai travaillé dans l'industrie plus de 20 ans, et puis j'accompagne des cadres en repositionnement ou simplement en évolution professionnelle depuis plus de 10 ans. J'ai changé d'univers, c'est changé de fonction. Changer de positionnement hiérarchique, c'est quoi? C'est par exemple passer le stade où on entre dans un CODIR ou un COMEX, donc on change son positionnement professionnel. C'est aussi changer de besoin. On a des besoins dans son job, on a aussi des motivations et tout cela évolue au cours de la vie. Pour dresser le tableau de façon très simple, il y a déjà 4 grandes étapes dans votre vie professionnelle. Vous avez la première étape, c'est la période d'entrée dans la vie active, on va dire en gros, c'est 20-35 ans, c'est là où on démarre. Et vous voyez, on est plein d'enthousiasme. De quoi s'agit-il? C'est de mettre en pratique, de façon concrète, ce qu'on a appris. C'est construire. Et là, on a une motivation, par exemple, vous voyez, de croissance. Et puis, on arrive dans une deuxième période, qui est la montée en puissance, en gros jusqu'à 40-45 ans, bien évidemment. C'est pas tout à fait précis. Là, on entre dans l'action, c'est la grande envolée, je dirais, de la réussite professionnelle, c'est la période pendant laquelle on prouve ses grands succès. Et là, on a des besoins de structuration, d'exploration, de conquête. Et puis, on arrive à ce qu'on appelle le fameux milieu de vie. Alors, bien évidemment, le milieu de vie, personne ne connaît la date de son milieu de vie.
par définition. En gros, on va dire que c'est autour de 40 ans. On entre dans une deuxième grande tranche de vie elle-même, découpée en deux parties. La première, c'est une décennie pendant laquelle on est en recherche de sens et où on va s'aligner sur ses valeurs, on va redécider des choses, on va éventuellement changer de métier. D'ailleurs, autour de 35-45 ans, pour faire une fourchette un peu plus large, quand j'étais au service carrière de l'ESSEC, il y avait un pic de demandes de rendez-vous de personnes qui s'interrogent parce qu'elles sont arrivées à un moment où il est temps de faire un bilan, de savoir vers quoi je me dirige pour les 20 prochaines années. Et puis, on arrive sur la dernière période, qui est une période très riche, c'est la période dite de maturité, où là, on a de la hauteur de vue, on a une grande expérience. Et là, la grande motivation, c'est transmettre ce qu'on a appris, le transmettre aux générations qui sont plus jeunes. Bon, vous voyez, ça, c'est un cadre très simple, et on va voir des choses un peu plus compliquées, mais déjà, franchir ces ces trois frontières, ces trois caps, c'est déjà un travail de vrai changement parce que la motivation de la personne change. Et vous voyez, là, on est loin des problématiques de « j'ai perdu mon job », etc. On est vraiment dans quelque chose d'intime, je dirais. Pour schématiser, donc vous avez un coach qui est aux États-Unis très connu, qui a créé une école de coaching qui s'appelle l'Hudson Institute en Californie et qui a schématisé ce qu'on appelle le cycle de renouvellement. On peut dire que en permanence, on est en train de tourner une roue et elle se présente avec 4 phases successives qui sont plus ou moins, qui sont automatiques. Donc vous voyez, la première étape, vous voyez, si on part, on va dire à 9 heures, c'est le nouveau départ. Voilà, je commence quelque chose, je commence un nouveau job, j'entre dans une nouvelle entreprise. Peu importe ce que je lance, toujours est-il que j'entre dans une phase ascendante, qu'on appelle la phase de lancement. Alors c'est une phase très heureuse, hein. Vous voyez, je reviendrai, je vous passerai le slide suivant ensuite. C'est une phase où on est très optimiste, on est très engagé, on est très heureux, on a une énergie haute, et on est tellement heureux qu'on a l'impression que ça va même durer éternellement. Donc on est vraiment sur un petit nuage. Et heureusement qu'on le vit, ce nuage. Et puis d'un seul coup, allons savoir pourquoi, on entre dans une deuxième phase, où s'installe une espèce de lassitude. Finalement, on a fait un peu le tour du sujet, on est moins, on est dans ce qu'on appelle le maras, c'est-à-dire on commence à se désynchroniser, c'est-à-dire que ce que l'on fait dans son job n'est plus aligné, ne correspond plus exactement aux motivations professionnelles que l'on peut avoir. Cela pour des raisons différentes. Soit je suis en train de passer une des grandes étapes dont je vous parlais précédemment, mais les raisons peuvent être toutes différentes. Voilà, j'ai un nouveau boss, ça fait 6 ans que je suis dans le même job, mon groupe a changé de culture et on peut parler de plein d'autres. Et tout simplement, ça fait longtemps que je suis en train de faire la même chose et j'ai besoin de me renouveler. Là, si on revient en arrière, vous voyez, on est à 3 heures, et bien là, il y a 2 types de changements. Il y a un petit changement qui est sympathique, vous voyez, c'est, je passe de 3 heures à 9 heures, c'est une mini-transition, c'est-à-dire que je ne vais pas changer grand-chose, je vais continuer, mais je vais ajuster quelque chose pour être au plus près de mes motivations, de mes souhaits. C'est un petit changement. Ou bien, finalement, il est temps de démarrer autre chose, et je vais entamer une autre phase, c'est donc le demi-cercle inférieur. Donc, pour faire ce grand changement, il y a une première étape qui s'appelle le cocooning. Vous voyez, le cocooning ou le désengagement. Avant d'entamer un grand changement, il y a un moment de repli vers soi, un moment où on se reconnecte à soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sujet, c'est de savoir ce que l'on veut soi-même et non pas ce qui est dicté. Ce n'est pas forcément là l'opportunité que votre DRH vous propose, ou etc. C'est vraiment faire un travail de réflexion approfondie qui demande un temps de repli. Lorsque ce travail est fait,
On est prêt pour le quart inférieur gauche, la phase 4, qui est le renouveau, c'est la préparation bien de la nouvelle étape. Vous voyez, on va donc commencer à imaginer la nouvelle vie professionnelle que l'on va avoir, et ensuite, eh bien, on repart sur le lancement, etc. Et donc, au cours de votre vie professionnelle, vous allez faire des petits cercles supérieurs, voilà, et de temps en temps, la grande roue. La grande roue, bien évidemment, est beaucoup plus acrobatique. Alors, ce schéma de Hudson a été retravaillé par un Français qui s'appelle Gilles Pellerin, et qui, lui, donc, a réaménagé la roue de Hudson de cette façon-là. Et donc, de façon plus séquencée. Et ce que je vous propose, c'est que nous la regardions ensemble et que l'on fasse bien le lien avec ce qui se passe dans la vie professionnelle. Alors, pour démarrer cette roue, cette fois-ci, on ne part pas à gauche, à 9 heures, mais on va partir en haut, vous voyez, c'est le point, c'est la rupture. Alors, la rupture, en gros à 2 heures, la rupture, c'est à partir du moment où ça ne va plus. Alors, la rupture, c'est pas forcément j'ai perdu mon job. Ça peut être tout simplement je suis à la fin de ma mission. Ça peut être mon N+1 est parti. Ça peut être plein de raisons que je vis en entreprise. Quand on pense changement dans la vie professionnelle, on pense tout de suite transition de carrière. Je suis entre deux jobs. Ce qu'on appelle deux jobs, c'est deux entreprises. Là, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être quelque chose qui se produit alors que je suis dans mon poste. Et là, il faut, ça provoque ce qu'on appelle un choc. Hein, et donc, il y a une baisse d'énergie. Et donc, il faut être très, très vigilant. Quand on commence à sentir qu'on baisse d'énergie, ça veut dire qu'on est dans cet épisode-là. Et donc, se remettre en énergie. Alors, comment faire? Eh bien, c'est pas simple, parce que l'étape suivante, elle n'est pas très, très sympathique. Vous voyez, l'étape 2, c'est le deuil. Le deuil, je vous l'ai représenté avec la fameuse courbe de deuil que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'on finit quelque chose, ça veut dire que l'on perd quelque chose, on perd une situation, pas forcément un job, eh bien, il faut tourner la page. Et tourner la page, je vous ai dit au tout démarrage qu'il y a une forte charge émotionnelle dans le changement. À chaque fois que l'on change, on perd, on laisse quelque chose et il faut en faire le deuil. Alors, ce travail de deuil, cette courbe de deuil, elle a été imaginée par Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre qui, en fait, s'est rendue compte, elle travaillait auprès d'accompagnants de personnes en fin de vie, mais elle s'est rendue compte que toutes les personnes vivaient le même cheminement et, en fait, on peut aussi constater que pour toute perte, moins grave, eh bien, on vit le même chemin. Alors, vous voyez, le chemin, choc, sidération, ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la rupture. La première étape, eh bien, c'est prendre acte. Acte, bien que c'est fini. C'est fini. Alors, on va prendre l'exemple, j'ai perdu mon job. À un moment donné, il faut le reconnaître. Si on ne dit pas qu'on a perdu son job, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de réseau, on n'en parle pas, on ne se montre pas, on se cache. On augmente la probabilité de ne pas retrouver le job suivant. Voilà. Donc, c'est commencer par passer par le déni, parce que le déni, c'est une fois que j'ai perdu mon job, c'est immédiatement se dire non, c'est pas possible, là, non. J'y étais encore hier. Voilà. Là, l'étape suivante, c'est la colère. Et la colère, c'est que j'ai perdu quelque chose et je vais avoir une émotion qui va être de la colère, qui peut être soit dirigée vers les autres, celui que je considère responsable de cette perte et de ce changement, ou vis-à-vis de moi, et ou vis-à-vis de moi. Voilà, finalement, c'est de ma faute, j'aurais dû, etc., et je m'auto-flagelle. Donc, on passe par cette étape-là. Et attention, parce que cette étape, elle peut, si elle n'est pas bien gérée, se transformer en une situation de victimisation de la personne, voilà, ou au contraire, c'est-à-dire une généralisation de la colère vis-à-vis de tout le monde. Or,
Tant que cette colère est là, elle vous empêche d'avoir d'abord les idées claires et puis d'avoir une communication convaincante. Et puis, étape suivante, la peur. Que va-t-il se passer? Voilà. C'est quoi ce vide? Et donc, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, jusqu'à ce que j'arrive dans ce qu'on appelle la fameuse vallée des larmes, où là, vraiment, je suis triste. Voilà. Et donc, l'étape suivante, c'est l'acceptation. Alors, cette période, cette première étape rouge, pourquoi est-elle si compliquée? Parce que, comme vous l'avez remarqué, ce sont des émotions qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Mais en plus, vous tournicotez, c'est-à-dire que ce n'est pas un chemin linéaire. Une fois que vous avez passé une étape, vous ne passez pas forcément à la suivante. C'est-à-dire que vous êtes peut-être arrivé jusqu'à la peur, et puis hop, un petit coup de déni, non mais c'est vraiment pas possible ce qui m'est arrivé, et un petit coup de colère, et je suis triste, et je remonte, et je descends. Donc, mais il faut impérativement que ce travail émotionnel se fasse, que ces émotions s'expriment pour que vous vous en libériez, pour pouvoir arriver à la fameuse acceptation. Donc, à partir du moment où j'ai accepté d'un point de vue émotionnel, je peux réellement m'investir, non pas intellectuellement, mais m'investir moi-même dans ma motivation dans le prochain projet. C'est-à-dire pardonner à mon ex N+1, dont je vais devoir parler dans un entretien. Si vous êtes en colère, que va-t-il se passer? Bien évidemment, vous êtes tous intelligents, vous n'allez pas dire du mal, mais vous allez vous trahir, vous allez avoir dans votre non-verbal, dans la façon dont vous allez vous exprimer, un petit trémolo dans la voix qui va vouloir dire « il n'a pas fait son travail de deuil, il n'a pas fini son histoire, il n'est pas disponible pour moi, pour venir chez moi ». Et puis ensuite, on arrive au sens au renouveau, c'est-à-dire le nouveau projet professionnel, et puis la sérénité et la paix, c'est-à-dire je suis dans le nouveau projet. Alors, beaucoup de personnes pensent très vite avoir fait leur travail de deuil, éventuellement même avant d'avoir quitté leur job, avant de l'avoir perdu, ils arrivent, ils sont tout contents. Eh bien, en fait, souvent, ils ne l'ont pas démarré, ou bien ils confondent leur travail de deuil avec tout simplement la compréhension, je dirais, intellectuelle, logique de ce qui s'est passé. Oui, ils acceptent, ils comprennent que la situation était bloquée, qu'effectivement rien d'autre ne pouvait se passer, etc. Ça, ils le comprennent intellectuellement. Mais pour autant, ils n'ont pas fait forcément en parallèle le même travail en termes d'acceptation dans leur émotion. Donc il faut vraiment bien savoir où est-ce que j'en suis. Et il n'y a pas de passerelle magique qui vous permet de passer du choc, c'est-à-dire de la rupture, à la sérénité. Parfois, il y a des gens qui sont très très doués et ils réussissent quand même à faire ce saut au-dessus du vide. Ils étouffent ces émotions qui sont gênantes, mais ce qui peut se passer, c'est que ce petit deuil qui n'a pas été fait s'exprime plus tard, voire, puisque finalement votre vie c'est une suite de changements, donc une suite de petites ou de grandes pertes, eh bien à l'occasion d'un autre travail de deuil, il se cumule, il s'ajoute au précédent, et que d'un seul coup la boîte de Pandore s'ouvre, et là vous avez 1, 2, 3 travail entre guillemets de deuil à gérer en même temps, et là c'est beaucoup plus difficile et douloureux. Donc c'est un travail de catharsis qu'il faut faire au fur et à mesure, accepter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que je ne suis pas bien pendant quelque temps, bien évidemment pas des années. Alors bien évidemment, surtout cette partie-là, quand on fait un travail de bilan, eh bien on exprime, on a un travail par rapport aux peurs, c'est-à-dire quand on travaille sur ses réalisations, ses succès, bien, petit à petit ça vient gommer. On repense à tout ceci avec des émotions positives, ça finit par mettre les autres de côté. Voilà. Donc ça, c'est un travail absolument incontournable. C'est l'étape, on l'a dit, 2. Et puis on arrive sur l'étape 3, qui est le bilan. Alors le bilan, ce n'est pas forcément un bilan professionnel au sens, vous allez voir, un coach. C'est simplement, moi, je fais le bilan de la situation pour savoir quelle est ma trajectoire. Est-ce que je continue, je fais un petit cercle vert, c'est-à-dire je continue ce que je faisais en faisant des aménagements,
C'est-à-dire que finalement, j'ai perdu un job et je recherche à peu près le même, dans un environnement à peu près équivalent, avec quelques aménagements. Et donc ça, c'est une réflexion approfondie, objective. Et quand vous faites cette réflexion, ça vous permet d'être beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair vis-à-vis de vous. Et plus vous gagnez en lucidité vis-à-vis de vous, plus vous gagnez en assertivité vis-à-vis du marché. Parce que vous savez ce que vous voulez et finalement pourquoi vous le voulez. Donc vous pouvez convaincre. N'oublions pas que chercher un job, c'est avant tout convaincre son futur N+1. Voilà. Donc c'est une étape capitale. Avoir confiance en soi et pouvoir s'affirmer et choisir le chemin que l'on va suivre. Donc je vous propose que l'on suive le chemin le plus facile, c'est donc le petit cercle vert. Donc vous voyez, il se superpose en gros avec le premier schéma de Hudson que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, un changement dans la continuité, c'est ce que j'appelle le changement dans la continuité. Hein. Donc là, je vais progresser dans ce que je faisais, ça va être un mieux. Par exemple, changer d'entreprise en conservant la même fonction, ou bien modifier certains aspects matériels de mon environnement, de mon comportement, etc. Donc, cela nous mène à l'étape 7. L'étape 7, c'est la définition de votre projet professionnel et des conditions de succès. Là, dans tous les cas de figure, de même que le bilan, c'est savoir où je vais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis parti pour un petit tour ou un grand tour de manège? Là, c'est le projet, c'est la clé de voûte du changement. C'est là que vous allez exprimer et verbaliser votre projet. Donc un projet, c'est quelque chose de précis, concret, verbalisé, ciblé. C'est où est-ce que je veux aller, pour faire quoi, etc. C'est pas une vague idée, je veux faire la même chose, ou je veux un job sympa, ou voilà. C'est vraiment quelque chose de très 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 précis. Et donc, c'est seulement à partir du moment où j'ai pu exprimer ceci de façon très précise, ciblée, que je vais pouvoir valider mon projet. Est-ce qu'il tient la route? Si ça reste vague, ben, je ne sais pas, il y a tellement de conditions qui ne sont pas posées. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je vais pouvoir faire une démarche réseau productive, puisque pour que le réseau m'aide, il faut que je lui dise des choses concrètes. Si je vais voir le réseau simplement pour lui dire je suis ravi de vous voir et je cherche un job, il y a peu de chances que vous ayez d'autres contacts réseau. Or, le réseau, c'est un jeu de pistes ciblé vers celles que vous avez prédéfinies, plus d'autres avec les bonnes idées qu'on va vous donner. Donc voilà, je suis arrivée sur le projet. Et ensuite, l'étape suivante, qui est le lancement, donc dans notre contexte de changement professionnel, bien c'est votre stratégie de recherche. Vous lancez votre projet et vous arrivez à la dernière étape, l'étape 9, qu'on appelle la rentabilisation du projet. Mais là, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire vivre le projet du job, ça veut dire habiter le job. Voilà. Et donc, à nouveau, bien, je vais vivre ce job pendant un certain temps. Donc, comme on a dit, la phase de lancement avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis, à un moment donné, bien, je vais rentrer dans la phase de marasme. Voilà. Il faut que ça change, etc. Alors ça, c'est donc, je dirais, la vie avec ces petits changements que l'on vit plusieurs fois, bien évidemment. Dans d'autres cas, les choses sont un peu plus complexes. J'ai fait mon bilan, et là, se profile une véritable inflexion majeure dans ma vie professionnelle. Désormais, non seulement je vais faire autre chose, mais je vais même travailler autrement. Il y a plein de choses qui vont changer. C'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle ici un changement qui bouscule. Dans notre jargon, c'est le fameux changement de type 2. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va émerger. Alors, par exemple, j'étais un expert, je vais devenir un manager. Qu'est-ce qu'il va falloir que je lâche? Mon expertise. C'est aussi un changement de posture. C'est aussi utiliser des nouvelles compétences, des nouvelles ressources. C'est un autre positionnement, c'est une autre façon de s'exprimer. C'est beaucoup de choses qui changent. Ce n'est pas que le contenu technique du job. C'est beaucoup plus que cela.
C'est passer de salarié à indépendant, voire d'indépendant à salarié. Ça existe aussi des gens qui font plusieurs allers-retours. Et beaucoup encore d'autres choses. Et là, comme je vous l'ai dit, le deuil est beaucoup plus important. Il est beaucoup plus important qu'il est beaucoup plus dur, parce qu'on lâche beaucoup plus de choses auxquelles on était très attaché. Et c'est ça le paradoxe du changement, c'est qu'on y était très attaché, et en même temps, on a envie d'aller ailleurs. Et là, ce qui guide à ce moment-là, quand on choisit cette trajectoire, c'est donner un autre sens à ce que l'on faisait. C'est passer à une autre dimension, c'est utiliser de nouvelles ressources, etc. Et là, souvent, on va en parler un peu plus loin, c'est revisiter des croyances, c'est aussi revoir certaines valeurs, etc. Donc c'est un projet, un chemin difficile. Alors vous voyez, je l'ai mis en rouge, hein, c'est la première étape, ça correspondait tout à l'heure à ce qu'on appelait le cocooning, etc. Donc c'est la phase de transition. Donc il y a une valeur importante qui est remise en question. On va voir tout à l'heure ce qu'on appelle une valeur. C'est quoi une valeur? On parle de valeur en permanence, etc. Une valeur pour vous, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui vous guide. C'est pour cela, c'est votre axe, c'est votre colonne vertébrale, c'est quelque chose qui structure votre façon de travailler. Alors, votre valeur, ça peut être... Bon, bien évidemment, ça peut être le travail, mais ça peut être la loyauté, mais ça peut être plein d'autres choses. Et donc, quand on fait un changement de ce type-là, généralement, une des valeurs principales qui guidait jusqu'alors est remise en question. Et ça, c'est un travail difficile. Il faut souvent être accompagné parce que ça crée un déséquilibre, un mal-être. Il faut réfléchir autrement, il faut revisiter les choses. Et pour cela, comme c'est une période difficile, moi ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment se nourrir, vraiment s'aérer, aller à des formations, rencontrer des gens, faire des séminaires, être dans des think tanks, etc. Et puis bon voilà, ouvrir son cadre de référence, parce que il y a quelque chose qui va changer dans ce cadre de référence, quelque chose de primordial. C'est pas un détail. C'est un des socles qui va changer. Et attention, parce que quand un socle change, voilà, vous ne pouvez pas d'un seul coup dire je mets la chose à la poubelle et puis entre les deux, il ne se passe rien et j'attends que quelque chose vienne prendre la place. Hein. C'est quelque chose qui doit se faire avec une certaine continuité. Donc en bas, on a bien souffert, on s'est posé plein de questions, on a eu plein de débats internes, on a réfléchi. Et là, il y a un déblocage, ouf, et ce déblocage, eh ben, il va donner lieu à une nouvelle valeur qui va émerger, ça va donner lieu à un nouveau comportement, une nouvelle identité professionnelle, un nouvel avenir. Et donc, on est capable, à partir du moment où il y a ce lâcher-prise, on a cette disponibilité-là, on peut arriver dans la dernière étape, avant le fameux projet professionnel qui, lui, est ciblé, précis, eh bien, je dirais, c'est réinventer son futur. C'est, avant de dire, voilà, je vais faire telle et telle chose précisément dans tel secteur. Et voilà, c'est laisser la place à l'intuition, c'est laisser la place un petit peu au rêve, c'est vraiment imaginer positivement ce que l'on veut avant de lui donner un corps très structuré comme dans le projet. Il faut en passer par là, parce que là, c'est encore une période qui est un petit peu chahutée. Ça ne se passe pas tout seul. Hein. Le changement est paradoxal par nature. Hein. Dès qu'il y a des rêves, des grandes envies, il y a aussi des peurs, il y a des doutes. Voilà, je veux, je ne veux plus, j'ai très envie, c'est facile, finalement j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas y arriver. Donc voilà, ça c'est donc le chemin que l'on parcourt. Donc en fait, si on revient donc par rapport à un projet professionnel, c'est clair que la rupture, donc c'est j'ai perdu mon job ou quelque chose d'important vient de se produire. Donc éventuellement, je fais un bilan, je vais au service carrière, je rencontre quelqu'un qui va me permettre
de l'extérieur, quelqu'un de neutre, mais qui va être capable de vous guider dans la réflexion. Mais la réflexion, elle reste personnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure, le sujet, c'est pas prédire votre avenir. C'est pas qu'on vous dise, bien voilà, tu as fait ça, vous avez fait ceci, donc tout logiquement, c'est cela. Vous avez fait votre parcours ici, vous avez telle et telle compétence, donc mécaniquement, c'est forcément ça la suite. C'est à vous de savoir si la suite c'est ça. La suite, ça peut être toute autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment, créer votre avenir qui vous ressemble. C'est-à-dire, bien évidemment, on est réaliste. Il y aura vos compétences, il y aura votre savoir-faire, il y aura vos qualités personnelles, mais il y aura aussi le sens, votre ambition. Où est-ce que vous voulez aller dans votre vie? Et pour avoir vu des centaines d'alumni quand j'étais à l'ESSEC, voilà, des gens qui avaient pratiquement le même parcours jusqu'à un moment M, eh bien à partir de là, si vous voulez vous autoriser à ça, vous pouvez avoir une richesse, une diversité de parcours extraordinaire. Et ce n'est pas forcément des choses fantaisistes. C'est que tout simplement, il faut s'exprimer. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un travail de réflexion. Il faut vraiment réfléchir. Et en même temps, c'est un travail dans un contexte de confusion. Il y a de la confusion émotionnelle, il y a aussi de la confusion sur la situation, on y voit parfois pas très clair. Et là, je vais vous présenter donc un outil qui a été imaginé par un spécialiste de la PNL. La PNL, vous savez, c'est la programmation neurolinguistique, donc c'est Diels, qui s'est beaucoup préoccupé des fonctionnements du cerveau. Et donc Diels dit que notre pensée est structurée, elle est segmentée et structurée, avec différents niveaux. Donc ce sont ces niveaux que l'on va voir. Et que de surplus, ces niveaux ont il y a une interaction entre eux, c'est-à-dire que c'est une pyramide avec des effets descendants. Alors, je vais vous expliquer schématiquement sa logique, et ensuite on va voir ce que ça donne dans les changements de la vie professionnelle. Alors, Diels dit, le premier niveau, donc un niveau de réflexion, de pensée, c'est l'environnement. C'est notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle environnement? C'est l'environnement, je dirais, physique. C'est où, c'est quand, c'est avec qui, c'est quelles contraintes, etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau du comportement ou le niveau de l'action. C'est ce que je fais. Le troisième niveau, c'est le niveau des capacités. Les capacités, c'est comment je fais. Le niveau juste au-dessus, c'est le niveau des valeurs et des croyances, c'est-à-dire pourquoi je fais ce que je fais et comment je le fais. C'est la question des motivations. Et puis ensuite, finalement, ça me monte à un niveau encore au-dessus, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Et puis, il y a un niveau, je dirais, transpersonnel, pour qui, pour quelle cause, je dirais, pour qui, pourquoi, on est dans un niveau, appelons-le spirituel, transpersonnel. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux, et la logique de Diels est de dire, il faut bien identifier à quel niveau se trouve la problématique à laquelle je suis confrontée. Donc en segmentant avec ces niveaux, ça permet de mettre de l'ordre dans vos idées. Est-ce que le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est un problème dans mon environnement? Est-ce que c'est le problème de ce que je fais? Est-ce que c'est les problèmes des compétences que je dois mobiliser pour faire, etc. Admettons que, ayant bien réfléchi, donc vous voyez, c'est un outil qui peut être utilisé au moment du bilan. Même c'est essentiellement un outil qui peut aider à ce moment-là. Parce que le bilan, finalement, je suis un peu dans la confusion.
Et je dois savoir ce que je vais devenir. Est-ce que je fais un grand tour ou un petit tour? Où est-ce que j'en suis? Quel est mon problème, finalement? Quel est mon problème? Avant de savoir ce que je veux, quel est mon problème? Si je pense que mon problème, il est dans le quoi, eh bien, pour résoudre ce problème-là, je ne le résous pas en réfléchissant sur le quoi, sur ce que je fais, mais en m'interrogeant sur le niveau logique immédiatement au-dessus. D'accord? Donc, je vais réfléchir sur mes capacités, mes compétences, sur comment je vais faire. Donc, la règle, je dirais, la règle de fonctionnement est qu'une fois que je sais à quel niveau j'ai mon problème, je ne raisonne pas sur le problème, je raisonne au niveau du dessus. Et en sous-jacent, si vous voulez, la logique dit que le niveau supérieur impacte tous les niveaux inférieurs. Donc le niveau le plus puissant, c'est le niveau transpersonnel. Si je me mets à réfléchir là, je vais avoir en cascade une incidence sur mon identité qui va avoir elle-même, cette incidence va avoir une incidence sur mes valeurs, mes croyances, sur mes capacités, sur mon comportement, sur mon environnement. D'accord? Voilà comment fonctionne cette mécanique. Voilà, donc c'est ce que je vous disais donc précédemment. Donc ça vous permet vraiment de faire le bon diagnostic, ne pas se tromper de diagnostic et savoir où agir. Alors, si on reprend tout ceci dans le niveau, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les interrogations que l'on peut avoir pour un changement professionnel. C'est quoi l'environnement? Mon environnement professionnel, eh bien, c'est mon cadre de travail, c'est mon bureau, ce sont mes conditions matérielles, mais c'est aussi les personnes avec lesquelles je travaille. C'est mon cadre, hein. C'est les moyens mis à disposition, etc. Est-ce que c'est là que j'ai un souci? Ça peut être là. Mais si vous avez un souci là, ne vous trompez pas. Ce n'est pas un souci dans vos motivations, etc. Le problème, il est là. Et là, la question, c'est est-ce que j'ai les moyens d'agir? Donc, je monte à l'étage du dessus, hein. L'étage tout de suite au-dessus, c'est qu'est-ce que je vais faire sur mon environnement? Et si je ne peux rien faire, c'est pas la peine non plus de se perdre dans des projets vains. C'est aussi un outil pour être réaliste. Eh bien, dans ce cas-là, le sujet, c'est pas agir sur mon environnement, c'est changer d'environnement. On est sur la base de la pyramide. D'accord? Si jamais je pense que j'ai des moyens d'agir, de changer quelque chose sur mon environnement, eh bien, on y va. Donc, on monte au premier étage, on est au rez-de-chaussée. Le deuxième niveau, on l'a dit, c'est le quoi. Le quoi, c'est ce que je fais. C'est ce qu'on appelle le comportement, c'est ce que je fais. Donc, c'est les actions sur mon environnement, c'est mes actions, mes réactions. C'est passé quelque chose a changé dans mon environnement, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'est aussi le contenu du job, c'est les réalisations, c'est les missions, c'est tout ça. Et là, à partir du moment où je décide, où je dis que voilà, je dois agir, la question c'est, si c'est à ce niveau-là que ça doit changer, mais il faut que je me pose la question au-dessus. Hein. Alors c'est parce qu'au final, votre objectif doit être formulé de façon positive, à la forme affirmative. Vous savez, quand on demande à quelqu'un que voulez-vous faire? Voilà, la personne arrive, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Et là, la première réponse, c'est tout ce que la personne ne veut pas. C'est normal. C'est ce qui gêne. Ce qui gêne, on y pense, hein, ça gêne, ça met dans des dispositions défavorables. On y pense spontanément, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qu'on n'aime pas. C'est très bien de l'expliciter. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Donc, une des difficultés est de passer de la forme négative à la forme affirmative. Et là, souvent, c'est compliqué. Ce que je veux, c'est tout le reste. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'allez nulle part.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Il faut le contextualiser, puisqu'il y a un environnement en dessous. C'est quelque chose de précis, concret. Ça va? Le niveau suivant, c'est le niveau des moyens. C'est comment je fais pour agir différemment. Là, c'est comment je vais m'y prendre. C'est quelles sont les stratégies que je vais utiliser, l'intelligence que je vais mettre en œuvre, comment je m'y prends, ma technique, ma pensée, qu'est-ce que je fais pour ça? Comment je vais m'y prendre? Donc là, c'est le domaine des compétences, du savoir-faire, de la technique, etc. À cet étage-là, je peux valider mon projet professionnel. Est-ce que j'ai les moyens de faire ce que je veux? Suis-je capable? Alors là, quand on arrive, on réfléchit à ce niveau-là, et c'est souvent sur ces 3 niveaux que l'on travaille en accompagnement, en outplacement notamment, ou en bilan. La question qui revient très, très souvent, c'est le risque, la personne est prise d'illusion, ou au contraire, elle a des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas objective sur les moyens dont elle dispose pour agir comme elle le dit. Alors, illusion, on est vite ramené à la réalité, mais enfin, c'est quand même dommage de perdre un peu son temps et finalement d'avoir une réponse négative des autres. Illusion, c'est que je pense que je peux tout faire. Voilà. Bon. Une illusion de toute puissance ou autre. Mais, en réalité, le risque le plus fréquent, c'est le risque de croyances limitantes. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est quand même très très partagé, c'est le manque de confiance. Et le manque de confiance a accru quand on est dans une situation de changement, puisqu'il y a des doutes, il y a des peurs, et puis comment s'est passé le départ, etc. Donc d'un seul coup, on a peur de plus savoir faire, on a peur de... Et alors encore pire, s'il faut faire quelque chose de différent. Donc, ces croyances limitantes, elles sont très dangereuses, parce que c'est vous qui vous les créez. Vous croyez que vous ne pouvez pas. Donc cette étape, elle est capitale. C'est en toute objectivité, ai-je réellement les moyens de faire ce que je veux faire, sans me raconter d'histoire. Mais aussi en étant raisonnablement bienveillant vis-à-vis de moi. Et là, c'est pas toujours facile. Donc là, c'est pareil. Au moment du travail sur le bilan, on travaille sur les réalisations, les succès, les environnements favorables, etc. Les personnes reprennent contact avec preuve à l'appui, hein, c'est tangible, elles ont fait ça, elles ont réussi ça, voilà. Elles reprennent confiance en elles, de façon objective, bien évidemment. Le niveau, juste au-dessus, c'est le niveau, justement, des fameuses croyances et des valeurs. Alors, là, c'est un étage dangereux. C'est un étage dangereux parce qu'en fait, il est assez souvent bloquant. Il est bloquant. Parce que vous voyez, les valeurs, ce que je vous disais, c'est ce qui est important pour moi, c'est ce qui a été mon guide, c'est ce à quoi je crois, je suis très attachée. Et heureusement qu'on a ces valeurs, c'est des points d'appui forts. Mais en même temps, il peut se produire un moment où ces valeurs ne sont plus d'actualité par rapport à la suite de la vie professionnelle. Il faut bouger quelque chose. Alors bien évidemment, on ne prend pas le panier parce qu'on n'a pas une seule valeur, on en a plusieurs. On ne prend pas tout, on ne met pas tout à la benne, et voilà, sinon ça serait extrêmement périssable, extrêmement préjudiciable, bien évidemment. Mais il y a un travail qui est, parce que vos valeurs, elles sont ancrées chez vous depuis longtemps, donc c'est quelque chose de délicat. Et le deuxième sujet que l'on vit à cet étage-là, c'est le sujet des croyances. Alors, les fameuses croyances, les croyances limitantes, etc. C'est quoi une croyance? Une croyance, c'est une idée, une généralisation que je peux avoir sur les autres, ou bien sur moi. Et là, ça peut me mener à des choses, à des impasses. Surtout si je n'ai pas fait mon travail de deuil. Et par exemple, je suis encore dans une colère vis-à-vis des autres. Tous les patrons sont des gens, allez, pas sympathiques.
dont il faut se méfier. Il faut se méfier de tout le monde. Finalement, une personne a perdu 2 fois son job. La croyance, c'est que, voilà, à chaque fois qu'elle arrive quelque part, ça ne se passe pas bien. C'est elle qui a fabriqué ça. Parce qu'elle a fait une généralisation d'un vécu, de choses ponctuelles, elle en fait une croyance. Donc en fait, elle devient prisonnière de sa croyance. La croyance est limitante dans ce cas-là. Donc, on est dans le domaine limitant ou au contraire, c'est le domaine des permissions. Il faut s'autoriser, se donner des permissions pour pouvoir aborder avec succès des changements importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a toujours le risque de l'échec, le risque de l'erreur, qu'on ne peut pas mesurer forcément avant, quand bien même on a validé son projet. Alors, ce niveau, il est important aussi pour des personnes qui changent complètement de statut professionnel. Par exemple, une personne qui est salariée, qui décide de se mettre à son compte. Bon. Une des caractéristiques, c'est que par exemple, quand on est salarié, alors c'est très relatif, mais on a un salaire tous les mois. Quand on est à son compte, il faut avoir un chiffre d'affaires, ça on change complètement, il y a une sécurité apparemment beaucoup plus moins assurée, on va dire. Hein. Eh bien voilà, il va falloir changer de valeur. Si ma valeur, c'est vraiment la sécurité, la régularité, etc., tant que je n'aurai pas revisité cette valeur-là, il va être difficile pour moi de passer dans un système dans lequel je vis avec des irrégularités de revenus. Tant que je peux même ne pas franchir le pas. Ou si je franchis le pas, je vais le franchir de telle sorte que ça ne va pas bien se passer du tout. C'est un exemple. Vous voyez ? Donc pour travailler sur ce genre de choses, ce que moi je propose souvent, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des équivalences. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. C'est quoi la réussite professionnelle? On pouvait avoir, jusqu'à un moment donné de son parcours professionnel, une équation qui dit l'équation professionnelle, la réussite professionnelle, c'est avoir une promotion tous les 2 ans. Voilà. On a le droit de penser ça. Hein. Voilà. Eh bien, si cette personne, elle se met à son compte, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est parce qu'aussi j'ai la reconnaissance de moins de plus 1, etc. Voilà, il y a plein de choses derrière ça. Eh bien, il va falloir trouver une autre équivalence pour vivre autrement la réussite professionnelle. La réussite professionnelle, je change d'équivalence. La réussite professionnelle, ça peut être aimer ce qu'on fait plus que tout. Voilà. Et donc, en fait, on change de système, on change de cadre de référence. On change d'échelle et on peut, dans ces conditions, faire un changement, opérer un changement qui vous passe vraiment, qui vous transfère d'un mode à un autre de travail. Mais toutes ces réflexions sont des réflexions difficiles. Des réflexions difficiles parce que voilà, ce qui est ancré en nous, c'est quand même très fort et c'est ce qui nous tient. Le niveau suivant, c'est qui suis-je? Alors là, on travaille un peu moins sur ce niveau-là, en outplacement, mais parfois, finalement, c'est qui suis-je, c'est mon identité professionnelle. Alors, mon identité professionnelle, c'est pas sous l'angle du nom de mon job, hein, c'est pas directeur marketing. C'est ma mission, c'est mon ambition, c'est comment je me définis sur le monde du travail. Donc, alors ça, on peut travailler là-dessus aussi parce que quand vous recherchez un job, vous savez que si vous répondez à une offre ou pas d'ailleurs, dans tous les cas de figure, il faut que vous cochiez toutes les cases attendues pour jouer la partie. Mais aussi, il faut que vous soyez différent des autres, vous ayez quelque chose de plus. Donc il y a toujours cette notion de différenciation quand vous êtes sur un parcours de recherche professionnelle.
C'est, si vous êtes à votre compte, c'est une façon de faire votre marketing professionnel, c'est vous exercez votre métier d'une façon différente des autres, parce que derrière cette façon d'exercer votre métier, il y a une autre mission, une autre identité, un autre idéal. Donc c'est qui suis-je dans mon métier? Ensuite, on passe au dernier niveau, alors là qui est un niveau, je dirais plutôt philosophique. Donc je vous le cite parce qu'il fait partie de la pyramide, mais qu'on explore quand même rarement, puisque en fait c'est quelle cause je sers. Mais après quelle cause je sers, ça arrive parfois, vous avez des personnes qui d'un seul coup sortent du système marchand, rejoignent une entreprise philanthropique, etc. et qui font vraiment un très grand saut. Donc vous imaginez que la personne qui fait ce changement à ce niveau-là, donc je rappelle la pyramide, attendez, je crois que je l'ai après, voilà, la pyramide, elle descend à la verticale, elle impacte tous les degrés inférieurs. Donc, vous voyez en résumé les niveaux logiques d'un job. Tout à l'heure, je vous ai montré la pyramide avec les niveaux logiques tels que Diels les présente. Là, on est vraiment dans les niveaux logiques dans un job. Cette fois-ci, on va commencer par le haut. Tout en haut, ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est mon écosystème, quelque part. Hein. C'est la cause que je sers. C'est dans quoi, dans quel grand monde je m'inscris. Ensuite, mon identité professionnelle, c'est qui je suis dans mon métier et qu'est-ce qui me rend différent des autres. Comment je m'affirme dans ma différence. Ensuite, les valeurs et les croyances, eh bien, ce sont mes motivations, mes atouts, et puis les permissions que je me donne. Ensuite, j'arrive sur les compétences. Les compétences, c'est les compétences techniques, stratégiques, etc. Les réalisations, le quoi finalement, c'est vos réalisations, notamment. Le contenu du job, les délégations, etc. Et puis, l'environnement, finalement, c'est l'entreprise. L'entreprise au sens générique. L'entreprise, ça peut être une association ou toute autre chose. Donc, c'est la taille, le lieu, l'équipe, etc. Mais quand vous formulez votre projet professionnel, vous voyez, le projet professionnel, c'est pas seulement les tâches, réalisation ou le quoi. C'est pas que ça. Un projet professionnel, c'est aussi un environnement, c'est un job, c'est des compétences, c'est des motivations, etc. Mais, au moment où j'arrive, si vous voulez vous rappeler, je vais vous le remettre pour mémoire. Voilà. Quand je suis sur l'étape de la rupture, jusqu'à que je fasse un petit cercle ou un grand cercle. De toute façon, je suis dans un moment difficile, avec de la confusion. Et je ne sais plus très bien ce que je veux. Je suis perdu. D'où l'utilité de cette pyramide, de ces niveaux de deal, c'est vraiment se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Où est mon problème? Ne pas se tromper de problème. Il ne faut pas jeter le bébé, le bain et tout, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon souci? Et une fois que j'ai bien défini ça, de façon fine et précise, savoir où je dois intervenir. Et c'est pas partir dans tous les sens et tout changer dans n'importe quel ordre. Il y a toute une, je dirais, toute une genèse de cette réflexion. Voilà. Alors on y arrive. Voilà. Donc en fait, quand on envisage un changement, a fortiori, quand c'est le fameux changement qui bouscule, moi ce que je dis, il faut souvent changer de lunettes, c'est-à-dire accepter de voir les choses différemment. Ou en tout cas déjà fermer les yeux à un moment donné et oublier. Alors, ne pas tout oublier. Si vous voulez, le travail de deuil, je reviens au travail de deuil qui est si important, c'est que le travail de deuil, ça consiste à tourner la page proprement et ne pas jeter, renier ce que l'on a fait sous prétexte que ça s'est mal fini. Parce que c'est dans votre dernière expérience, notamment parce que le marché s'intéresse essentiellement
au dernier job et aux 5 dernières années. Donc, par définition, le fameux dernier job que vous venez de quitter, quand vous êtes dans cette situation-là. Vous allez devoir mettre en valeur ce que vous avez fait. Et il faut le faire de façon sincère et positive. Si vous êtes encore dans une émotion négative, vous allez avoir du mal à valoriser. C'est le terreau dans lequel vous allez planter votre crédibilité pour la suite. Parce que même si vous changez de job, vous avez toujours une part de transférabilité de vos compétences, même s'il y a un changement de métier, il y a quand même quelque chose qui se transfère. Et dans tous les cas de figure, ça fait partie de votre vécu. Vous devez toujours montrer, pour montrer que vous êtes positif, que vous êtes convaincant et tout, la première chose à faire, c'est déjà de valoriser ce que vous venez de faire. Si vous n'êtes pas en capacité de parler de ce que vous avez fait, de vos succès, avec un réel enthousiasme, de toute façon, vous n'allez pas convaincre. Donc, pour agir autrement, c'est-à-dire pour mener un changement, il faut penser autrement. Il faut être capable de lâcher des choses pour pouvoir reconstruire autre chose. Il faut vraiment ouvrir le champ des possibles. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est des croyances limitantes, c'est les permissions qu'on ne se donne pas, c'est penser que tout est écrit, qu'il y a une suite totalement logique et linéaire qui est déjà prédéfinie, etc. Donc vraiment, c'est sortir de cette logique. Et sortir aussi d'un paradigme qui consiste à penser que les choses sont exclusives, c'est ou. Donc bien évidemment, quand on est dans des choses ou, on s'interdit plein de choses. En réalité, quand vous commencez cette réflexion-là et vous la menez de façon approfondie, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui sont bien plus compatibles entre elles que ce qu'on pouvait imaginer. Et également, ce à quoi je vous invite fortement, c'est quand vous entamez un changement, c'est bien évidemment, comme on l'a dit, repérer à quel endroit il y a un point qui vous gêne et que vous voulez changer, mais plutôt que de passer des siècles et des heures à réfléchir au pourquoi, du comment, etc., voilà, c'est réfléchir, se projeter dans la suite pour réfléchir au comment je passe à la suite. C'est aussi, si vous voulez, quand on ne réussit pas à faire son travail de deuil, on est toujours ramené en arrière, à ressasser les mêmes histoires, et pourquoi, etc. Tant qu'on est dans cette logique-là, on ne réussit pas à réellement inventer les voies du futur. Donc, comment je vais m'y prendre? Donc, en fait, pour réussir un changement, c'est déjà bien comprendre de quel changement il s'agit. Et il y a donc deux axes qui sont d'égale force, c'est-à-dire c'est le mental et la méthode. Le mental est premier. Quelqu'un qui a un très beau projet professionnel, un superbe CV, un très beau parcours et tout ce que vous voulez, si son mental n'est pas positif, eh bien, il court à l'échec. Il va avoir beaucoup de mal à convaincre, il va avoir beaucoup de mal à obtenir un nouveau job, y compris en interne, et quand bien même il l'obtient, il n'est pas dans les bonnes dispositions pour s'investir positivement. Donc, pour cela, il faut être vrai. Pour être puissant, il faut être vrai, et pour être vrai, il faut être soi-même. Donc, il faut être à l'écoute de soi. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire une analyse, ce n'est pas du tout ce que je dis, et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut y passer des mois. Ce n'est pas quelque chose de forcément très long, mais c'est quelque chose d'approfondi et de rigoureux et de suffisamment exhaustif pour ne pas laisser en chemin un élément fondamental. C'est aussi être à l'écoute de son environnement. Ce n'est pas simplement s'écouter soi-même, puisque vous allez interagir dans votre environnement. C'est aussi être réaliste. À un moment donné, il faut être réaliste. Vous allez valider votre projet. Mais plutôt que de dire, moi je suis opportuniste, je regarde l'environnement, et dès que je trouve une petite place, je m'inscris, etc. Ça ne s'appelle pas un changement. Voilà. Le changement, il part de moi, et ensuite, je regarde dans mon environnement où je peux le réaliser, à quelles conditions, avec éventuellement des actions correctrices par rapport au premier draft que j'avais imaginé. C'est donc se poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses,
Et puis, donc, c'est savoir ce que l'on veut précisément, concrètement, de façon positive. Donc, c'est le rendre réalisable avec des méthodes. Et donc, vous avez vraiment 4 étapes clés. Je reviens là-dessus, c'est le travail de deuil, c'est le bilan, c'est la construction et la validation du projet professionnel. Et ensuite, notamment lorsqu'on est sur un grand changement, le fameux changement qui bouscule, la libération des nouvelles valeurs et des nouvelles ressources qui, par définition, ne sont pas celles qui étaient exprimées, utilisées précédemment. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un petit exposé relativement condensé. Le changement, finalement, ce sont des changements. Ce sont des changements permanents. Parce que même si on ne change pas, on évolue. On est en permanence dans ce processus. Et donc, après avoir visité tout ceci avec vous, ce que je vous propose, eh bien, c'est de répondre à vos questions.